Allez, relève ton micro.
tu t'en fous. Pareil. Du coup, je vais commencer parce qu'il est 30. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui, c'est bon. Si vous avez une question, coupez-moi hein, parce que si vous avez des questions, il faut les poser. Donc alors, je pense pas que c'était très dur. Enfin, j'ai mis des questions basiques, je pense. Donc, Tu peux y aller, hein, Odélia, hein, tu fais bien, il n'y a aucun ça va. problème. Allez, ça va. Alors, du coup, question 1, donc c'est sur les lipides. L'acide, du coup, la question 1, les réponses étaient A, C, D. L'acide génoïque possède 18 carbones et a 2 doubliaisons, donc c'est vrai. L'acide arachidonique est le précurseur, entre autres, des leucotriènes A qui jouent un rôle important dans l'inflammation, dans la contraction des muscles lisses et dans l'agrégation plaquettaire. Donc c'est vrai que l'acide arachidonique, c'est le précurseur des leucotriènes A, sauf que les leucotriènes A, ils ne jouent pas ce rôle-là. Les leucotriènes A, ils jouent un rôle dans les processus allergiques. Donc quand les gens ils ont de l'asthme, c'est les leucotriènes A qui marchent. Et c'est les prostaglandines de la série 2 qui jouent un rôle dans l'inflammation, les contractions des muscles et l'agrégation plaquettaire. Donc du coup, c'est ça qui était faux. Ensuite, c'est le PA est le précurseur de certaines écosanoïdes, comme les prostaglandines de type 3 et précurseur du DHA. Donc c'est vrai. Ne confondez pas, c'est pas l'inverse. C'est pas le DHA qui est le précurseur de l'EPA, c'est l'inverse. Item D, l'organisme utilise la vitamine D comme système antioxydant pour se protéger des processus d'oxydation que subissent les acides gras insaturés. C'est vrai. Et que ce soit une phospholipase A1 ou A2, dans les deux cas, on obtient le même composé, la phosphodiacylglycérol. Donc, c'est vrai que dans tous les cas, que ce soit une phospholipase A1 ou A2, on obtient le même composé. Mais ce n'est pas ce composé-là, c'est la l'isolécithine. C'est la phospholipase D qui fait obtenir la phosphodiacylglycérol. Ensuite, question 2, les réponses étaient A, C, D, E. Donc, item A, le cholestérol possède 27 carbones alors que l'ergostérol en possède 28. Donc, c'est vrai. Et on rajoute un méthane. Donc, c'est tout. Ensuite, pas un méthane. Oui, un méthane. Non, rien à voir. Un C, genre. Ensuite, item B, de la synthèse du cholestérol, le HMG coenzyme A subit une réduction catalysée par l'HMG coenzyme A réductase. Le cholestérol libre exerce un rétrocontrôle positif sur cette enzyme. Donc il y a tout qui est juste, c'est juste que le rétrocontrôle il est négatif sur l'enzyme. Donc quand il y a trop de cholestérol libre, eh ben, l'enzyme elle marche plus. Enfin, elle marche plus très bien du coup. Ensuite, item C, suite à l'action successive des cytochromes P450-SCC et du cytochrome P450-C17, enzyme commune aux gonades et aux surrénales, le cholestérol est transformé en DHEA. Donc c'est vrai. Il faut pas ces deux enzymes-là, elles sont communes aux gonades et aux surrénales. Et c'est pas aux reins ou n'importe quoi, c'est les gonades et les surrénales, pas autre chose. Ensuite, D, les apoprotéines des chylomicrons sont les ApoB48, ApoE et en faible quantité les ApoA1, c'est vrai. Apprenez-les bien, tous ces petits, tous ces ApoB48, E, A1, machin, parce qu'ils posent des questions dessus et on peut vite s'embrouiller, donc apprenez-les bien. Ensuite, les HDL sont formés en permanence au niveau du foie et de l'intestin. C'est vrai. Ensuite, donc on passe aux glucides. Là, j'ai essayé de m'inspirer des annales. Donc, c'est un peu comme ça que il va poser des questions, le prof d'annales. Surtout que lui, il pose en général les mêmes questions qu'il met à la fin du cours, donc apprenez-les. Donc, la réponse à la 3, c'était B seulement. A, l'acide gras C20, 5, 5, 8, 11, 14, 17 est un acide gras de la série oméga 6. Donc, c'est faux. C'est de la série oméga 3 parce que vous faites 17, donc la dernière double liaison, moins le nombre total de carbone. Donc, ça fait 3. Donc, 17 moins 3, ça fait 3. 17 moins 20, ça fait 3. Du coup, oméga 3. Ensuite, la choline fait partie de la structure des sphingomyélines. C'est vrai. La cellulose est un polymère linéaire non ramifié dont les liaisons glycosidiques sont de type alpha 1,4.
C'est faux. Les liaisons, c'est des liaisons bêta 1,4, pas alpha 1,4. Ça aussi, il ne faut pas s'embrouiller. Alpha 1,4, alpha 1,6, bêta 1,4, bêta 1,6. Donc, apprenez bien. Ensuite, D. L'héparine est composée de l'acide L-hyduronique lié par une liaison alpha 1,4 avec une glucosamine 6-sulfate. Il y a tout qui est juste, sauf que ce n'est pas une liaison alpha 1,4, c'est une liaison bêta 1,4. Ensuite, E, l'insuline facilite la pénétration du glucose dans le cytoplasme grâce au recrutement des récepteurs au glucose GLUT1. Ce n'est pas le glucose GLUT1 pour l'insuline, c'est le glucose GLUT4. Donc, il ne faut pas se mélanger avec tous les transporteurs. Ensuite, question 4, les réponses étaient B, C, D. Donc, A, au cours de la glycolyse, la molécule de fructose 1,6-biphosphate est clivée en 2 molécules de 4 carbone. Donc, c'est faux parce que le fructose 1,6-biphosphate, c'est une molécule à 6 carbones. Donc, comme elle est clivée en 2, donc les 2 molécules, c'est des molécules de 3 carbones. Et ces molécules-là, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate et le DHA phosphate. Donc, ne mélangez pas. Ensuite, B, l'alanine est un substrat de la néoglucogénèse. Oui, entre autres, les acides aminés, c'est des substrats de la néoglucogénèse. Il y en a d'autres. Apprenez-les. Ensuite, le glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase possède comme coenzyme le NAD+. Donc, c'est vrai. Et c'est pas le NADH ou le FAD, c'est le NAD+. Ne confondez pas. Apprenez bien les coenzymes parce que des fois on se dit bon ça sert à rien, mais dans les cycles comme ça, apprenez tout. Parce que tout ce qui sort, tout ce qui rentre, tout ce qu'on a besoin, tout est important. Ensuite, D, la phosphoïnolpyruvate est une molécule riche en énergie. Donc c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est tout. E, le clivage du fructose en 1,6-biphosphate en 2 triose consomme une molécule d'ATP. Donc c'est faux. Il y a pas dans cette étape-là, il n'y a pas de consommation d'ATP. Je crois que c'est la 4e étape. Il n'y a pas de consommation d'ATP dans cette molécule. Ensuite, on passe à enzymo. Donc les réponses étaient DE. Enzymo, je pense pas que j'ai fait des questions hyper dures. C'est vraiment les bases de l'enzymo, quoi. Je sais que les cours ils sont horribles, mais j'ai fait les bases, quoi. Donc, les questions de la 5, c'est DE. Donc, A, en présence d'un catalyseur, le niveau d'énergie d'activation augmente pour que la réaction se passe plus rapidement. Donc, c'est faux. Un catalyseur, c'est vrai que ça sert à que la réaction se passe plus rapidement, mais le niveau d'énergie d'activation, il diminue. Donc, comme on a un niveau d'activation diminué par rapport à d'habitude, donc la réaction, elle se fera plus rapidement. Donc, le niveau d'énergie, il diminue et pas il augmente. Ensuite, B, la structure mature de l'insuline possède 2 chaînes. La chaîne A possède 30 acides aminés, la chaîne B en possède 21. Donc c'est faux, c'est l'inverse. La chaîne A, elle en possède 21 et la chaîne B, elle en possède 30. Ensuite, C, chez l'humain, un gène peut donner plusieurs ARNM. C'est faux. Chez l'humain, un gène, il peut donner un ARNM. Et après, avec un ARNM, on peut avoir plusieurs peptides. Donc, grâce aux exons et aux introns, il y a certains exons il y a des exons qui restent, il y a des introns qui s'en aillent. Du coup, on n'a pas toujours les mêmes peptides. Donc, avec un gène, on a un ARNM. Mais après, avec un ARNM, on peut avoir plusieurs peptides. Ensuite, D, donc c'était juste les enzymes qui sont en 2 parties possèdent une partie protéique qui porte l'activité enzymatique, la coenzyme, et une partie non protéique, le cofacteur. Donc c'est vrai. Même si ce n'est pas grâce au cofacteur qu'il y a une activité enzymatique, sans le cofacteur, l'enzyme, elle ne marchera pas. Donc on est obligé d'avoir les deux, même si le cofacteur, ce n'est pas la partie la plus importante. Et ces enzymes, le tout, ça s'appelle une holoenzyme. Donc ne confondez pas apoenzyme, holoenzyme et enzyme. Ensuite, item E, les vitamines hydrosolubles sont la vitamine C et B, et les vitamines liposolubles sont les vitamines A, D, E et K. C'est juste. Apprenez à quoi servent chacune d'entre elles, parce que ça aussi, on peut vite mélanger et on peut vite tomber dans des pièges. Ensuite, 6, les réponses étaient A, C, D. Donc, la lactate déshydrogénase possède 5 formes isoenzymes et est formée de 4 unités, ça s'appelle un tétramère, donc c'est juste. Sachez que dans le tétramère, il y a 2 sous-unités, il y a M et H.
M, c'est pour muscle et H, c'est pour heart, le cœur. C'est tout, voilà. Et il y a des sous-unités qui sont légères, il y a des sous-unités qui sont lourdes. Donc, sachez ça. Et je sais pas si vous avez vu dans le cours, on peut montrer qu'il y a 5 formes grâce à une technique, le Western blot. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, mais vous le verrez en bio, c'est au deuxième code. Bref, on s'en fout. Ensuite, B, la PAM composée de la PHM, activité liase, et de la PAL, activité monooxygénase, est responsable de l'amidation en position C-terminale des peptides. Donc c'est faux. La PHM, elle a une activité monooxygénase et la PAL, elle a une activité liase. Sinon, le reste, c'est juste. La PAM, apprenez-la dans tous les sens parce qu'il adore la PAM, Wafik. Je ne sais pas si vous l'a dit, mais c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui l'a trouvé, je ne sais pas quoi. Donc, apprenez par cœur cette partie parce qu'il va vous poser des questions dans tous les sens et il adore cette partie. Donc, apprenez tout. Même si c'est gonflant, apprenez tout. Ensuite, c'est à forte concentration, la vitesse est limitée par l'enzyme, tandis qu'à faible concentration, la vitesse est limitée par le substrat. C'est vrai. C'est dans un petit encadré en rouge dans votre cours. C'est pas hyper compliqué à comprendre. C'est expliqué juste au-dessus dans le cours, donc c'est pas hyper dur. Ensuite, D. Le site actif occupe une part relativement réduite du volume total de l'enzyme. C'est vrai, sachez-le. C'est tout. Et E. Le site actif de la métalloprotéase est formé par 2 aspartates et une glutamine. C'est faux. Les métalloprotéases, il est formé par 2 histidines et une glutamine. Les 2 aspartates, c'est l'aspartyl, je ne sais plus quoi. Mais ça ressemble à aspartate et aspartyl, le nom, c'est les mêmes. Donc, retenez comme ça. Mais la métalloprotéase, c'est 2 histidines et une glutamine. Ensuite, question 7, les réponses c'était C, D, E. Donc, A, les substrats sont liés aux enzymes par de liaisons faibles, comme par exemple les liaisons électrostatiques, covalentes et hydrogène. Donc, c'est faux. Ils sont bien liés par des liaisons faibles, mais les liaisons covalentes, ce n'est pas des liaisons faibles, c'est des liaisons fortes. Donc, si le substrat un jour il est lié à une enzyme par une liaison covalente, le substrat il pourra plus détacher de l'enzyme, du coup l'enzyme elle est perdue. Donc il ne faut pas que ça s'attache avec des liaisons covalentes. Sinon les autres, électrostatiques et hydrogène, c'était juste. Il y en a une troisième dans le cours. Ensuite, B, l'aspirine est un analogue du substrat naturel de la glycopeptide transpeptidase bactérienne et se comporte comme un substrat suicide. Donc ça, c'est faux. C'est pas l'aspirine, c'est la pénicilline. Sinon, tout est juste. Par contre, l'aspirine, elle agit par modification covalente de l'enzyme cyclooxygénase. Donc là, l'aspirine, elle va s'attacher au cyclooxygénase de façon covalente. Et du coup, les deux, ils pourront plus se séparer. Du coup, l'enzyme, elle ne marchera plus. C'est comme ça que ça marche l'aspirine. Ensuite, C, lors d'une intoxication au méthanol, il faut boire de l'éthanol pour que l'éthanol déshydrogénase oxyde l'éthanol en acétaldéhyde au lieu de transformer le méthanol en formaldéhyde, très toxique pour les tissus. Donc ça, c'est vrai. Si un jour vous buvez du méthanol, ce qui est très dangereux pour les tissus et le cristallin des yeux, il faut boire de l'alcool tout simple, genre de la vodka ou n'importe. Comme ça, il y a une enzyme dans notre corps qui transforme l'alcool qu'on boit en acétaldéhyde et pas en formaldéhyde parce que ça, c'est dangereux. Du coup, voilà, c'est le petit résumé dans votre cours. Il y a une page entière sur ça, donc c'est juste ça en fait. Ensuite, item D. Dans les inhibitions compétitives, le Vmax reste inchangé, alors que dans les inhibitions non compétitives, le Km est inchangé, donc c'est vrai. Quand il y en a un qui a inchangé, l'autre il change. Donc, si dans les inhibitions compétitives, le Vmax il change pas, c'est le Km qui change. C'est tout. Et E, l'afatinib est un médicament irréversible utilisé dans le cancer bronchique. C'est vrai, c'est le dernière phrase du cours. À mon avis, personne n'a lu cette phrase. Mais c'est juste pour vous dire que les cours, il faut les apprendre jusqu'au bout. Il faut pas, même s'il reste une phrase, vous dire, ouais, bon, c'est bon, je l'apprendrai un autre jour, ça m'a gonflé. Donc, apprenez tout. Et ça, bon, ça, du coup, c'était juste. Il y a 3 noms de médicaments. Il y en a un qui est irréversible. Il y en a 2 autres qui sont réversibles. Apprenez-les, c'est tout. Ensuite, on passe à bioénergétique. Du coup, à la question 8, les réponses étaient A, D, E.
Donc, les réserves lipidiques sont les plus importantes en proportion, suivies par les réserves protéiques et enfin les réserves glucidiques. Donc, c'est vrai. C'est pas dans cet ordre-là, même si, par exemple, les réserves lipidiques, elles sont plus importantes que les réserves protéiques, ou du coup, dans cet ordre-là, mais c'est pas dans cet ordre-là que le corps il va utiliser ses réserves. Le corps il va les utiliser dans un autre ordre. Donc, du coup, c'était juste. Ensuite, les réserves énergétiques sont stockées dans les muscles striés, le foie et le tissu sanguin. Donc, c'était faux. Le tissu sanguin, il n'a rien à voir. C'est le tissu adipeux. Donc, c'est le gras de notre corps. Dans le gras de notre corps, on a de l'énergie, du coup. Ensuite, item C, c'était les dépenses contingentes sont les dépenses minimales d'énergie nécessaires à la survie d'un individu, comme par exemple le transport ionique des pompes transmembranaires. Donc ça, c'était pas la définition des dépenses contingentes. Les définitions des dépenses contingentes, c'est les dépenses dictées par l'état physiologique du patient. Ce que j'ai écrit dans le cours, c'est les dépenses minimales. Donc les dépenses minimales, c'est quand on fait rien, on est allongé et dans notre corps, il se passe des choses et ça, c'est les dépenses minimales. Du coup, voilà. Ensuite, item D, la glycogénolyse aérobique produit 6 fois plus d'ATP au repos et jusqu'à 130 fois plus d'ATP lors d'exercices intenses que la glycolyse anaérobie. Donc, c'est vrai. Glycolyse aérobie, ça veut dire qu'on utilise de l'oxygène. Anaérobie, il n'y a pas d'oxygène. Ces chiffres, il faut les savoir parce que je pense que c'est assez important dans le cours de physiologie. Donc, apprenez-les. Ensuite, les agents découplants permettent d'augmenter la conductance membranaire mitochondriale interne des ions H+. C'est vrai. Je crois que dans la correction, j'ai oublié de l'écrire, mais c'était vrai. Je ne sais pas si vous vous en avez rendu compte, mais je crois que j'ai oublié de l'écrire. Ensuite, question 9. Les réponses... Je vérifie si je l'ai écrit là vite. Ouais, je ne l'avais pas écrit, donc écrivez-la, parce que c'est juste. Ensuite, 9. Les réponses, c'était A, B, D, E. Donc, la pompe Na+, K+, ATPase consomme les 2 tiers de l'énergie au repos dans les cellules du rein et du cerveau. C'est vrai. Les cellules du rein et du cerveau, elles utilisent beaucoup d'énergie et du coup, elles utilisent les 2 tiers par la pompe Na+, K+, ATPase. Ensuite, B, l'hydrolyse du PEP est plus exergonique que celle de l'ATP en ADP. Donc, c'est vrai. Dans l'hydrolyse du PEP, on utilise il y a moins 61,9 kJ par mol, alors que pour l'ATP, c'est moins 31 kJ par mol. Du coup, c'est vrai, elle est plus exergonique. C, au cours d'un tour de cycle, 2 atomes... Bon, cette question, elle était un peu chaude, mais j'ai trouvé que c'était bien comme résumé. Donc, au cours d'un tour de cycle, 2 atomes de carbone sortent du cycle sous forme de gaz carbonique lors des étapes de l'oxydation de l'isocitrate et du malate. Donc, c'est faux. C'est lors de l'oxydation de l'isocitrate. Donc, ça, c'est l'étape 3. Donc, l'isocitrate, il est oxydé en alpha-cétoglutarate. Donc, là, il y a une sortie de gaz carbonique. Et la deuxième étape où il y a du gaz carbonique qui sort, c'est quand il y a l'oxydation de l'alpha-cétoglutarate et pas du malate. Donc, c'était ça qui était faux dans la phrase. Ensuite, D. La dernière réaction du cycle de Krebs est réversible et aboutit à la formation d'oxaloacétate. C'est vrai. Il y en a pas beaucoup des réactions irréversibles dans le cycle de Krebs. Apprenez-les, ça tombe aussi souvent quand je dis si c'est réversible ou irréversible. Donc apprenez-les, mettez-les en fluo, ce que vous voulez, mais différenciez-les des autres. Ensuite, E, le bilan énergétique total à partir du glucose est de 38 ATP. C'est vrai. Donc ça, c'est un chiffre important à connaître. Ensuite, 10, les réponses, c'était AD. Du coup, le malonate peut bloquer le cycle de l'acide citrique. C'est vrai. C'est écrit, je crois, en remarque ou quelque chose comme ça dans une des étapes. C'est important. Sachez-le, ça bloque, je sais plus quoi, mais ça bloque quelque chose. Donc, si on le met dans le cycle de Krebs, le cycle de Krebs aussi, il s'appelle l'acide citrique. Je sais pas si vous le saviez, mais du coup, si on met du malonate dans le cycle de Krebs, eh ben, le cycle de Krebs, il s'arrête. Est-ce que ça a un lien avec la conitase ou pas du tout? C'est lui qui a un lien avec la conitase? Non, le malonate, c'est un inhibiteur compétitif de la succinate déshydrogénase.
L'aconitase, non, je sais plus c'est quoi. Je Je me pensais qu'ils souviens. étaient liés et quand ils étaient liés, ça bloquait le cycle. Avec l'aconitase, la malonate? Ouais, je crois. Ah ben alors ok. Parce que moi, quand j'ai fait le cours, j'ai retenu que le malonate, c'était un inhibiteur compétitif de la succinate déshydrogénase. Je, La je succinate vais, je vais vérifier. Bon, ça va. Dis-moi quand. Ok. Ensuite, le B, donc la transfumarate est également appelée maléate. C'est faux. C'est le 6-fumarate qui est appelé comme ça. C'est des isomères, les deux, le 6-fumarate, le transfumarate. Mais dans le cycle de Krebs, c'est le 6-fumarate qui est utilisé et pas le transfumarate. Ensuite, donc là, je passe au dernier cours de bioénergétique. Moi, ce cours, je le détestais parce que je comprenais rien. Mais apprenez-le parce que la prof, elle adore ce cours. Donc, la composante F0 de l'ATP synthèse contient les sites catalytiques pour la synthèse de l'ATP. C'est faux, c'est la composante F1 de l'ATP synthèse qui contient ces sites-là. Ensuite, D, l'hème des cytochromes du type C est attaché de façon covalente par des résidus de cystéine. C'est vrai. E, le cytochrome C est hydrophobe et peut se déplacer dans la membrane interne. Donc ça, c'est faux. C'est pas le cytochrome C, c'est l'ubiquinone. Et du coup, comme il est hydrophobe et que la membrane, elle est faite de lipides, du coup, il peut se transporter, il peut se déplacer dans la membrane. Ensuite, 11, les réponses étaient ADE. Donc là, on passe à l'ADN. Là, cette question, c'est sur nucléotides. Donc ce cours, il est hyper long, il y a une tonne de détails, donc il faut bien le connaître. Du coup, 11, les réponses étaient ADE. Donc, les bases puriques sont formées d'un cycle pyrimidine à 6 sommets numérotés dans le sens anti-horaire et d'un cycle imidazole à 5 sommets numérotés dans le sens horaire. Donc, c'est vrai. L'axanthine 2,6-dioxypurine provient de la désémination oxydative de la guanine 2-oxy-6-aminopurine. C'est faux. Le nom de la guanine, c'est pas ça. C'est 2-amino, 6-oxypurine. C'est ça qui avait un problème. Apprenez les noms de toutes les bases par cœur parce qu'ils sont importantes. Et le problème, c'est que si vous ne connaissez pas ça, après, ça déroule et vous allez tout être embrouillé. Donc, apprenez-les bien. Ensuite, c'est les nucléosides résultent de l'association d'une base avec un pentose sous forme de fructose qu'on appelle le déribose. Donc c'est faux, le sucre, il n'est pas sous forme de fructose, il est sous forme de furanose. Donc c'est pas la même chose. Ensuite, D, les nucléotides support de multiples fonctions. Ce sont les unités élémentaires des acides nucléiques, ce sont les transporteurs, ce sont des seconds messagers et ils font partie de la structure de certains coenzymes comme le ANAD. Donc ça, c'est vrai. Quand il y a les petits points, c'est restrictif. Mais là, comme j'ai donné toutes les fonctions des nucléotides, du coup, c'est juste. Sachez que quand dans un item, quelqu'un met 2 points, c'est restrictif, il faut qu'il y ait tout derrière. Sinon, c'est faux. Ensuite, E, l'adénylate, du coup AMP, est synthétisé à partir de l'IMP en passant par un produit intermédiaire, l'adénylsuccinate. C'est vrai. L'adénylate et le guanylate, ils passent par l'IMP pour être formés. Ensuite, 12, les réponses étaient A, B, C, E. Donc, le chromatine représente la partie décondensée de l'ADN. C'est vrai. Le chromatine, c'est la partie active et qui contient l'essentiel du génome humain. Donc, le chromatine, elle est hyper importante dans le noyau. Ensuite, B, l'histone acétyltransférase ajoute un groupement acétyl aux histones, ce qui rend la chromatine transcriptionnellement active. C'est vrai. Quand il y a une acétylation, ça active. Et je ne sais pas si c'est dans ce cours parce qu'il y a des trucs qui se contredisent, mais quand il y a une méthylation, soit ça fait rien, ou soit ça annule l'activation. Ensuite, les mitochondries ont leur propre génome et l'ADN mitochondrial humain est un ADN circulaire double brin. Donc là, j'ai appris ce matin que la partie sur l'ADN mitochondrial, il n'était pas dans votre cours. J'avais pas fait attention. Du coup, bon, c'était juste, mais si vous ne le saviez pas, comptez-vous le vrai. Mais j'avais pas vu qu'il était hors concours. Ensuite, D,
Deux molécules d'ADN circulaires ayant exactement la même séquence de base, mais qui diffèrent par le nombre d'enlacements, s'appellent des stéréoisomères. C'est faux, c'est des topoisomères. Les stéréoisomères, c'est rien à voir. Vous l'avez vu dans Atomistique. Ça, c'est pas du tout la même chose, donc confondez pas. Et eux, lorsque le nombre d'enlacements diminue, l'axe s'enroule suivant une super hélice négative, c'est vrai. Ensuite, 13, ok. 13, les réponses étaient A, B, C, E. Du coup, A, elle se fait... je ne sais pas si vous avez compris, mais je parlais de l'initiation. Je ne l'ai pas écrit, mais du coup, c'était l'initiation. Elle se fait au niveau de la région promoteur qui s'étend chez les eucaryotes sur environ 100 nucléotides. C'est vrai. Ensuite, B, la boîte à taille localisée en position -25 est constante. C'est vrai. L'emplacement de tous les promoteurs, connaissez-les, parce qu'il y a souvent des questions dessus, et surtout que dans ce cours, il n'y a pas beaucoup de détails. Enfin, c'est important, la place des promoteurs, donc apprenez-les bien. Et apprenez bien surtout si les promoteurs ils sont constants ou pas. Ça aussi, c'est important. Constant, ça veut dire qu'ils sont tout le temps là. Je ne sais pas si vous le saviez, mais comme ça, moi, vous savez. Ensuite, c'est l'ordre de fixation de facteurs de transcription est préordonné séquentiel. C'est vrai. Les facteurs C, T, F et SP1 se fixent au niveau de la boîte GC. C'est faux. Au niveau de la boîte GC, c'est que SP1. CFT, c'est pour la boîte CAAT. Donc, ne confondez pas les deux. Et les régions 5' UTR sont transcrites, mais ne sont pas traduites en protéines. C'est vrai. C'est vrai aussi pour les régions 3' UTR. Ensuite, question 14, c'était ACD. L'ADN polymérase 3 assure l'élongation à partir de l'amorce ARN dans le sens 5', 3' de la chaîne. C'est vrai. Les deux médicaments étoposide et doxorubicine s'unissent à la topoisomérase 1 et empêchent la soudure des brins scindés. C'est faux. Ils s'unissent à la topoisomérase 2, pas topoisomérase 1. Ensuite, C, les ADN polymérase et ligase agissent dans la réplication et la réparation de l'ADN. C'est vrai. D, les primases synthétisent les amorces ARN de 4 à 12 nucléotides. C'est vrai. Les primases, ils ont plein de choses à connaître dessus, donc apprenez tout. Il y a tout qui est important. L'ARN polymérase 1 intervient dans l'élimination des amorces ARN. C'est un piège horrible, mais c'est les amorces d'ADN, pas d'ARN. Et moi, Ça, je j'ai tombe. pas compris pourquoi. C'est pas les amorces d'ADN, mais c'est les amorces d'ARN, mais c'est l'ADN polymérase, non? Oui, moi je crois que Euh, c'est les amorces d'ARN parce que les primases ils synthétisent les amorces ARN de 4 à 12 nucléotides. Mais par contre, c'est l'ADN polymérase 1, je crois, et c'est pas l'ARN polymérase 1. donc, vous dites que c'est l'ADN polymérase 1 qui élimine les amorces d'ARN. Ouais, voilà. Oui, Et je crois pas que j'ai dit ça dans le cours, hein. Je vérifie ça et je vérifie l'autre truc que vous avez dit tout à l'heure et je vous dis après. Parce que là, j'ai pas le cours sur les yeux. Je vous dis, je vérifie et je vous dis. ok. Du coup, ben, dans tous les cas, c'est faux. Je sais qu'il y a un truc qui va pas parce que je sais qu'il n'y a pas ARN. Dans tous les cas, c'est faux, mais je vais vérifier le problème dans la phrase. Et question 15, les réponses c'était A, B, C, D. Ce cours, c'est vrai qu'il est hyper long parce qu'il y a une tonne de diapos, mais en vrai, il n'est pas très dur. Enfin, c'est pas le cours de Wafik ou le cours de. Il n'est pas très dur ce cours. Donc, donc les réponses étaient A, B, C, D. Une mutation désigne n'importe quel changement intervenu dans la séquence d'ADN sans préjuger de sa pathogénicité à l'échelle du gène ou du chromosome. Donc c'est vrai. C'est une définition hyper importante, donc il faut l'apprendre, comme toutes les définitions d'ailleurs. S'il manque un mot, ça va pas. Bon, du coup, il n'y a pas des mots importants, mais il faut la connaître par cœur. Ensuite, seules les mutations germinales sont transmissibles à la descendance. C'est vrai. Ouais, du coup, c'est vrai. Et c'est ça la définition des mutations germinales. C'est pas autre chose. Il y a des fois où on dit n'importe quoi, mais c'est ça la définition des mutations germinales. Ensuite, c'est dans le cas d'une mutation de type non-sens, le codon muté est un codon stop. Donc c'est vrai. Il ne faut pas confondre non-sens et faux sens. Ça n'a rien à voir. Non-sens, c'est codon stop. Faux sens, c'est quand il y a un codon qui change.
Ensuite, une insertion de 13 nucléotides en séquence codante entraîne un décalage de cadre de lecture. C'est vrai, ça entraîne un décalage parce que 13, c'est pas un multiple de 3. Donc, du coup, comme les nucléotides y vont par 3, donc du coup, ça marche pas. Et les mutations de type faux sens sont toujours pathogènes. C'est faux, elles sont pas toujours pathogènes. Des fois, elles sont pathogènes, des fois, elles le sont pas. Donc, il faut pas toutes les mutations, elles sont pathogènes de toute façon. Et c'est pareil pour les types faux sens. Du coup, voilà. Je sais pas si Daniel il est déjà J'avais une arrivé. question, moi. Ouais, Moi aussi, j'ai une question. Je crois que c'était pour la vas-y. 14, un peu plus haut, si tu peux remonter. Ouais. Pour la C, il me semble Mhm. que les gaz, elles jouent pas un rôle pour la réparation. Enfin, pour la... Je sais plus, mais je crois que les gaz, elles font pas les deux, il me semble. Les ligas, elles jouent pas sur la réparation? Il me semble qu'elles font que un des trucs, enfin, un des deux phénomènes, et il me semble que c'est que la réplication. Mais si tu veux, je vérifie et je te dis. Ça va, ok. Attendez, juste j'écris ce que vous voulez que je vérifie, comme ça après j'envoie à Dan ce qui va pas. 2 minutes. Et du coup, la deuxième question. Oui, moi j'ai une question. Tout à l'heure, par rapport à la définition de constante, tu avais dit, on avait fait un QCM qui disait en gros que la boîte GC, elle n'était pas toujours présente car elle était non constante et la réponse était fausse parce qu'elle était genre toujours présente même si elle était non constante. Je sais pas si tu as compris ce que... Ouais, j'ai compris. Du coup, dans le QCM qu'ils avaient fait, ils disaient que constante, ça voulait dire qu'elle n'était pas toujours là? Non constante, ça... non, que même si elle était non constante, elle était toujours présente. Ah ouais? Mais en fait, elle n'est pas toujours au même endroit, je crois que ça, la variation. Genre, elle est toujours là, mais pas au même endroit tout le temps. Ah bah parce que moi, mon année, moi, constante, ça voulait dire qu'elle était toujours là, hein. Je sais Et, qu'elle pas. était... et non constante, c'est qu'elle n'était pas là. Ben, pour moi, ça voulait dire ça, ouais. Ok. Je sais pas si quelqu'un d'autre a entendu pareil, mais moi, ça voulait dire constante, c'était qu'elle était là. La boîte Tata, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Mais je pense pas que la boîte, la position des promoteurs, je pense pas qu'elle bouge, hein. Quand on dit que la boîte Tata, elle est en -25, je pense. Ou même si quand on dit que Non, la. c'était pour le non constant qu'il y avait un problème, pas pour la constante. Pour moi, c'est ça aussi, c'est que Constant, elle est toujours là et non Constant, elle n'est pas tout le temps là. Genre, il Ben ouais. disait que la non constante, elle était toujours là, mais pas toujours au enfin, pas toujours au même endroit, un bail comme ça. Oui, voilà, Alors c'est que ça. nous, Ouais, dans notre cours, ils nous disent elle peut être là, mais elle est pas toujours là. Donc, du coup, dans ton cours, ils te disent qu'elle est constante, mais qu'elle n'est pas toujours là, c'est ça? Non, ouais, ils disent qu'elle est non constante parce qu'elle peut être là, mais pas toujours. Et dans le QCM qu'on a eu la dernière fois, je sais plus de qui et je sais plus quand, mais il disait en gros que non constante, enfin, c'était pas la définition qu'on avait dans notre Ah cours, quoi. non, ben, à mon avis, le QCM, il y a un problème, hein. Parce que Ouais, constante, ça voilà. veut dire qu'elle est là. Quand quelque chose est constant, c'est tout le temps là. La boîte à elle est constante. Elle est tout le temps là, ça bouge pas. Il me Et elle semble est qu'on toujours en dit moins 25. qu'elle est non constante mais consensus. C'est une séquence consensus mais non constante. La CG. Celle qui fait l'ordre du combien. C'est écrit comme ça dans le cours? Il me semble que oui. C'est une des deux ordres du combien, mais c'est celle qui est non constante mais consensus. Ouais, ben sûrement alors. Pour moi, constante, ça voulait dire la boîte à elle est constante, elle est toujours là. La boîte GC, elle n'est pas constante. Je sais pas qui c'est qui vous a fait le QCM, mais moi, pour moi, ça voulait dire ça. Après, Ouais, bah, je suis d'accord, hein. Elle est non constante mais elle est consensus. d'accord, ben voilà du coup. S'il y a une autre question, avec plaisir. Bon, on va passer à l'UE5, comme ça au moins on est bon. Voilà. Bon, bah merci de Daniel, m'avoir écouté. Salut. merci beaucoup, Delia. De rien. Merci. Merci. Alors, Ciao. Daniel, je te mets animateur. Ok. Tu peux partager. Alors, écran. T'as pas mis de chemise, hein, Daniel? Je t'avais dit de mettre une chemise cravate. Ah, ça y est, là, c'est bon. 12h30, je suis pas encore réveillé. Vous voyez mon Voilà écran l'année là? prochaine. Voilà l'année prochaine ce qui vous attend. 12h30, pas encore réveillé, c'est pas mal. Attendez, partager. C'est bon là, vous voyez mon écran? Ça commence, ouais, ça arrive. Ah, super. Ok. Donc,
Donc j'ai fait 15 questions, principalement de texte, essentiellement de texte, sur vos premiers chapitres d'anatomie, depuis les bases de la connaissance jusqu'à le premier chapitre de l'appareil digestif. Donc, la première question, elle portait sur les grandes divisions du corps humain. Donc, c'est la page juste avant l'appareil locomoteur, où on vous donne les grands compartiments du corps humain. Daniel, est-ce que tu peux juste zoomer? Enfin, tu arrives à, oui. voilà, comme ça on voit bien. Alors, Encore un attendez. tout petit peu, et c'est parfait. Voilà, nickel, nickel. OK. Alors, donc, question numéro 1, les réponses correctes, c'était les réponses CD. Donc, item A, le tronc est un espace subdivisé en deux cavités par l'insertion du diaphragme, le pelvis et le périnée. C'était faux, c'était le thorax et l'abdomen. Item B, les formations musculo-aponevrotiques du périnée séparent la cavité abdominale du pelvis. C'est faux. Les formations musculo-aponevrotiques du périnée, ils ferment le pelvis. Donc, ils font la séparation entre le pelvis et le périnée. Je vous les ai représentés ici. Tu m'as pas écouté. Donc, ici, on a le pelvis. Ici, on a deux muscles que vous allez apprendre au second quad. Et ici, on a le périnée. En fait, ces deux muscles ils forment un diaphragme entre le pelvis et le périnée. Item C, la cavité thoracique est en rapport avec le cou au niveau de l'ouverture supérieure du thorax. C'est vrai. Donc, le plan qui fait la séparation entre ces deux espaces, c'est un plan qui passe par le bord supérieur du manubrium sternal et la première vertèbre thoracique. Le plan du détroit supérieur du bassin étendu entre L4, L5 et le bord supérieur du pubis, c'est vrai. Ce plan du détroit supérieur, on l'appelle aussi ligne innominée. Et donc, il faut bien connaître cette séparation virtuelle entre l'abdomen et le pelvis. Item E, l'espace rétropéritonéal n'appartient pas à la cavité abdominale. Donc ça, c'est un item que j'ai vu dans les annales et je ne savais pas tellement quoi répondre. Du coup, je vous l'ai mis et je pense que cet item est juste. Alors, j'ai lu des corrections qui disaient que l'espace rétropéritonéal appartient à la cavité abdominale. Par contre, l'espace sous-péritonéal n'appartient pas à la cavité abdominale. Donc, je ne sais pas. Moi, cet item, en tout cas, je l'aurais mis faux. Alors, question numéro 2. Les capsules articulaires. Donc, les réponses correctes, c'était ADE. Donc, item A, ces capsules, elles s'attachent au pourtour ou au voisinage des surfaces articulaires osseuses. C'était vrai. On le voit sur ce schéma, que les capsules articulaires, elles ne s'insèrent pas directement sur la portion osseuse qui est recouverte de cartilage. Donc, l'item A, il était juste. Attention, si on vous dit sur les surfaces articulaires, c'est faux. Sont constituées d'une membrane externe synoviale d'épaisseur et de résistance variable. Faux, parce que la membrane externe, c'est une membrane fibreuse. Les capsules articulaires sont formées d'une membrane, sont formées d'une membrane synoviale qui adhère aux surfaces osseuses intra-articulaires recouvertes de cartilage. Donc ça, c'est un item qui est tombé au concours en 2018. Et il faut savoir que la membrane synoviale, elle ne recouvre pas les surfaces qui sont recouvertes de cartilage. Elle est en continuité avec, mais elle ne les recouvre pas. Donc ces capsules, elles peuvent présenter des épaississements de leur membrane fibreuse sous la forme de ligaments capsulaires. Ça, c'est vrai. Comme exemple de ligament capsulaire, on peut avoir le ligament collatéral tibial et c'est des épaississements de la membrane fibreuse de la capsule. Ces capsules, elles sont indépendantes des ligaments extracapsulaires, c'est vrai. Par exemple, si je vous donne la représentation du ligament collatéral fibulaire, donc c'est l'exemple qui est donné dans le poly, donc c'est ce ligament-là, eh ben, il est complètement indépendant de la capsule articulaire entre le fémur et le tibia. On voit qu'il est extérieur. Il ne fait pas partie de l'ensemble articulaire. OK. On va passer à la question numéro 3. Donc, l'humérus. Les réponses correctes, c'était CDE. Pour la A, on vous dit que l'humérus, il a une tête encroûtée de cartilage hyalin articulaire avec le radius. Donc ça, c'est faux, puisque la tête humérale, elle s'articule avec la cavité glénoïde de la scapula. Donc, c'est faux. L'humérus a une face postérieure qui présente dans son tiers supérieur
le sillon du nerf radial, c'était faux, c'est dans son tiers moyen, comme on le voit ici. Que cette bande-là, qui représente la gouttière du nerf radial, elle se trouve entre le haut de l'os, le bas de l'os, enfin, l'épiphyse proximale et distale, donc elle se trouve au niveau du tiers moyen de la diaphyse. C. Donc l'humérus, il présente au niveau de son épiphyse proximale le tubercule majeur, qui est le siège de nombreuses insertions tendineuses. Donc ça, c'est vrai. Ces insertions tendineuses, on les appelle la coiffe des rotateurs. Item D. L'humérus est parcouru à la face postérieure de son col chirurgical par le nerf axillaire, nerf moteur du muscle deltoïde. Ça, c'est vrai. Ce nerf, on l'appelle aussi le nerf circonflexe, et il peut être lésé en cas d'une fracture de l'épiphyse proximale. Et les signes sémiologiques qui montrent cette fracture, c'est une paralysie du moignon de l'épaule, enfin une anesthésie du moignon de l'épaule et une paralysie de l'abduction du bras. Alors, l'humérus s'articule avec le biseau de la tête radiale par le biais de la zone capitulo-trocléenne. Ça, c'était vrai. Donc, cette zone, c'est celle-là, la zone intercapitulo-trocléenne, et on l'appelle aussi la gorge de la trochlée. OK. Là, je vous ai mis des petits rappels en correction, vous les verrez tout à l'heure. Concernant le squelette de l'avant-bras, question numéro 4. Les réponses correctes, c'était B et C. Donc, le radius, item A, le squelette de l'avant-bras est formé du radius en dedans et de l'ulna en dehors. C'est faux. Le radius, il est en dehors et l'ulna en dedans. La courbure pronatrice du radius est concave en avant et en dedans et présente à son sommet l'insertion du muscle rond pronateur. Donc, je vous ai représenté ici un radius. On voit que cette courbe, elle est concave en avant et en dedans. Donc, c'est bien juste. Et l'insertion du muscle rond pronateur, elle est à peu près ici, cette insertion. La face inférieure de l'épiphyse distale du radius est orientée selon un angle de 20 degrés en avant et de 15 degrés en dedans. Alors, 20 degrés en avant, c'est juste. 15 degrés en dedans, c'est juste aussi. Et c'est cette orientation-là qu'il faut conserver pour effectuer des mouvements de pronation. L'incisure radiale de l'ulna est située à la face latérale du processus coronoïde ulnaire. Elle est articulaire avec la fovea radiale. C'est faux. L'incisure radiale de l'ulna, elle n'est pas articulaire avec la fovea. Elle est articulaire avec la circonférence articulaire radiale. La fovea radiale, elle s'articule avec le capitulum de l'humérus. L'olécrane et le processus coronoïde ulnaire circonscrivent une cavité articulaire en forme de crochet destinée à recevoir le capitulum de l'humérus. C'est faux. L'incisure trochléaire, elle reçoit la trochlée. Donc, item E, faux. Le fémur. Question numéro 5. Les réponses correctes, c'était ACE. Donc, item A, le fémur est articulé à son extrémité distale avec le tibia et la patella. C'est vrai. Alors, il faut savoir que le fémur, il est articulé avec le tibia et la patella, mais il n'est pas articulé avec la fibula qui est trop courte et donc elle n'atteint pas le plateau tibial. Ça, le prof, il insiste énormément dessus, vous devez le savoir sûrement. Le fémur, c'est l'os de la jambe. C'est faux. Ce n'est pas l'os de la jambe, c'est l'os de la cuisse. À un angle d'inclinaison identique à l'angle d'inclinaison de l'humérus. Donc ça, c'était juste parce que l'angle d'inclinaison du fémur, il est de 130 degrés et celui de l'humérus aussi de 130 degrés. Dans la correction, je vous ai fait un petit rappel sur les angles. Donc l'inclinaison du fémur, 130, humérus 130, déclinaison du fémur 15 en avant et en dedans, et déclinaison de l'humérus 20 en dedans et en arrière. Item D, le fémur a une fosse intercondylaire située à son extrémité distale qui est occupée par les ligaments croisés de l'articulation du genou. Donc ça, c'était vrai. Ces ligaments, c'est des ligaments intracapsulaires. Le fémur est articulé avec les surfaces glénoïdales tibiales par l'intermédiaire des ménisques de l'articulation. Comment? Tu l'as mis fausse, là. Pardon. Autant pour moi, merci. Et je l'avais mis vrai, ouais. Je l'avais mis vrai, non. Désolé. OK.
Donc, est articulaire avec les surfaces glénoïdales tibiales par l'intermédiaire des ménisques de l'articulation du genou, ça c'était vrai. C'est la face périphérique des condyles qui s'articule avec les surfaces glénoïdales tibiales par l'intermédiaire des ménisques. Maintenant, item 6, pardon. Concernant le squelette du pied, le tarse antérieur est articulaire avec le tarse postérieur par l'intermédiaire de l'articulation médiotarsienne. Donc ça, c'était vrai. Le tarse antérieur, c'est ces deux os-là, le talus ici et le calcaneus ici. Le tarse antérieur, c'est ces 5 os-là, donc 3 cunéiformes naviculaires cuboïdes. Et l'articulation entre les deux, on l'appelle l'articulation médiotarsienne ou l'articulation de Chopard. L'os naviculaire est articulé avec les 3 cunéiformes du pied, donc ça c'est vrai. Donc les 3 cunéiformes, ils sont ici. Le médial, ici on a le médial, le latéral, l'intermédiaire et le latéral, et on a le naviculaire qui est articulaire avec les 3 pour constituer la partie moyenne de l'arche médiale du pied. Le métatarse comprend 5 métatarsiens comptés de 2 dents en dehors, c'est vrai. Les métatarsiens, ils sont comptés de 2 dents en dehors, et les métacarpiens, ils sont comptés de dehors en dedans. Vous retenez une règle générale, c'est que pour compter des métatarsiens, on part toujours du plus gros doigt. Donc, pour la main, ça va être le pouce. Le pouce, il va être compté en premier. Donc, ça va être de dehors en dedans. Et pour le pied, ça va être le gros orteil, donc de dedans en dehors. Le talus est situé crânialement par rapport au calcaneus, ça c'est vrai. On voit que le talus, il est au-dessus du calcaneus. Le talus et le calcaneus appartiennent au tarse postérieur, donc ça c'est vrai. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va aller. Item 7, question numéro 7. Donc, les réponses correctes, c'était A, B, C, D. Et E, on la mettra en suspens parce qu'a priori, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, à propos de l'aorte, elle naît à la base du ventricule gauche. Ça, c'est vrai. Sa portion thoracique descendante appartient au médiastin postérieur. Donc, ça, c'est vrai. L'aorte thoracique, elle se trouve en arrière de la trachée, donc dans le médiastin postérieur. L'aorte, elle émet des branches collatérales destinées à la vascularisation du myocarde. Ça, c'est vrai. Ces branches collatérales, c'est les artères coronaires et ils vascularisent le myocarde. Là, je vous ai donné une représentation de ces artères. On voit l'aorte qui est insérée dans le ventricule gauche et elle émet deux grandes artères, deux petites artères qui vascularisent le muscle cardiaque et c'est les artères coronaires gauche et droite. Ok. Chez un homme, elle donne naissance à l'artère testiculaire à la hauteur de la deuxième vertèbre lombaire. Ça, c'est vrai. Il faut savoir que dans le poulie, c'est très mal formulé, mais artère rénale et surrénale moyenne, c'est à la hauteur de L1, et artère testiculaire, les artères gonadiques en général, c'est à la hauteur de L2. Sa portion abdominale chemine dans l'espace rétropéritonéal. Alors ça, vous ne pouvez pas le savoir, on le voit dans un schéma de chapitre sur l'appareil urinaire. Donc, c'est la planche 73, mais essayez de le retenir dès maintenant, c'est important. On voit ça dans la planche 73, mais vous ne pouvez pas le savoir maintenant. 8. Le système veineux porte. La réponse correcte, c'était AE. Alors, item A. Le système veineux porte draine le sang veineux du tube digestif, du pancréas et de la rate vers le foie. Ça, c'est vrai. La veine porte se draine directement dans la veine cave inférieure. C'est faux. La veine porte, elle se ramifie dans le foie jusqu'au capillaire sinusoïde. Et ensuite, le sang qu'elle apporte des organes du tube digestif va dans les veines sus-hépatiques. Et ces veines sus-hépatiques, ils se jettent dans la veine cave inférieure. La veine porte est formée par la convergence des veines mésentériques supérieures et inférieures et de la veine hépatique. C'est faux. Les trois veines principales qui constituent la veine porte, c'est les veines mésentériques supérieures et inférieures et la veine splénique. D. Le système veineux porte est anastomosé avec le système cave inférieur par l'intermédiaire de l'arcade anastomotique de Riolan. Alors, c'est faux, parce que l'arcade anastomotique de Riolan, c'est elle qui permet l'anastomose entre les artères mésentériques supérieures et inférieures, mais elle ne permet pas d'anastomose entre le système cave inférieur et le système porte. Ok.
Item E, il présente un lit capillaire à chacun de ses extrémités. Oui, à partir du moment où il y a un système porte, eh ben, il présente un lit capillaire à chacune de ses extrémités. Juste, j'ai une question pour la A. Oui, Il bien est sûr. écrit dans le cours que il draine le sang veineux du tube, enfin de la partie infradiaphragmatique du tube digestif. Est-ce que c'est juste si on met que du tube digestif? Ah, tu as raison. Tu as raison, puisque le système veineux porte, il ne draine pas l'œsophage, par exemple. Ouais. Ah, la vérité, tu as raison. Bon, alors, on va mettre le tube digestif infradiaphragmatique. Mais tu as raison, si on met ça comme ça, c'est légitime de dire que c'est faux, puisque l'œsophage, le pharynx, la cavité orale, ils sont pas drainés par le système veineux porte. Non, bravo. Merci. Diaphragmatique. Voilà. Ok. Okay. Les poumons sont situés dans les fosses pleuropulmonaires. Donc, c'était vrai, mais il n'y a rien de compliqué. Ils sont recouverts d'une membrane séreuse à double feuillet qui s'insère dans les fissures interlobaires. La plèvre, ça c'est vrai, c'est une séreuse. On en a 4 dans le corps de séreuse, le péritoine, la vaginale, le péricarde et la plèvre. Les poumons ont une circulation artérielle nourricière qui dépend des artères pulmonaires. Donc ça c'est faux, je vous ai fait l'item 1000 fois. C'est les artères bronchiques issues de l'aorte thoracique. Item D, les poumons ils ont une face médiale qui présente le hile pulmonaire qui constitue la limite entre les feuillets viscéraux et pariétaux de la plèvre. Donc ça c'est vrai, ce hile il a une forme de raquette qui descend vers le bas ce hile, sa partie basse en fait, on va l'appeler le ligament pleurophrénique ou un truc comme ça. Le ligament pleural, pardon. Les poumons ils dépassent en haut l'orifice supérieur du thorax, c'est vrai. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, il y a une partie des poumons, donc cette petite région-là, qu'on appelle le dôme pleural, qui dépasse la limite supérieure du thorax. Donc, c'est bien vrai. Ok. Maintenant, ça, c'était l'item un peu compliqué du QCM. Je vous l'accorde. Donc, concernant le larynx et l'arbre trachéobronchique. Le larynx, c'est un carrefour aérodigestif. Donc, ça, c'était vrai. Il fait partie du carrefour aérodigestif. Donc, selon moi, on peut dire que c'est un carrefour aérodigestif. B, l'innervation motrice du larynx dépend des nerfs hypoglosses. Donc, c'était ça l'item compliqué. L'innervation motrice du larynx dépend des nerfs laryngés supérieurs et inférieurs qui naissent du nerf vague. Et donc, ce n'est pas le nerf hypoglosse, donc c'est faux. Le larynx est prolongé vers le bas par l'œsophage cervical. C'est faux. Le larynx il est prolongé par la trachée. La trachée est située en avant du thymus, donc ça aussi c'était un peu compliqué. Le thymus il est situé dans le médiastin antérieur. Si vous voulez, le thymus il est situé en avant même du cœur, alors que la trachée elle appartient au médiastin postérieur. Donc forcément cet item sera faux puisque la trachée elle sera en arrière du thymus. La bronche principale droite poursuit la direction de la trachée, c'est vrai, et c'est d'ailleurs vers cette bronche principale que va se faire préférentiellement l'inhalation des poussières qu'on respire. Ok. La cavité orale propre désigne l'espace compris entre les joues ou les lèvres et le relief des arcades alvéolo-dentaires. Ça, c'était faux, parce que ça, c'est la définition du vestibule. La cavité orale, c'est seulement l'espace qui est compris entre les arcades dentaires. Elle est séparée de la cavité nasale par le palais, donc ça, c'est vrai. Le palais, c'est le toit de la cavité orale et le plancher de la cavité nasale. La cavité orale propre ne communique pas avec le vestibule oral, donc ça c'est faux. Elle communique grâce à l'espace rétromolaire et il y a aussi un espace entre les dents, des espaces interdentaires qui permettent cette communication, mais ce n'est pas marqué dans votre poly. La cavité orale propre est en rapport en arrière avec l'oropharynx, ça c'est vrai. Cette communication, elle se fait grâce à l'isthme du gosier et contient les tonsilles palatines. Donc la cavité orale, elle contient les tonsilles palatines. Selon moi, c'est faux, puisque les tonsilles palatines, elles sont situées entre l'arc palatoglosse et l'arc palatopharyngien. Or, la cavité orale propre, elle se termine à l'arc palatoglosse. Donc c'est faux. Les tonsilles palatines, elles sont situées trop en arrière pour appartenir à la cavité orale propre. Et si vous voyez cette image donc, des tonsilles,
qui sont ici, les tonsilles, on voit a priori qu'ils seraient plus dans l'oropharynx que dans la cavité orale propre. Et on voit même que la luette, qui limite en arrière la cavité orale, elle est située en avant de ces deux tonsilles. Voilà. Pour avoir encore un petit truc fun, vous voyez ici ces taches blanches, comme ça vous le savez pour les années qui suivent, on appelle ça des énanthèmes. Et une personne qui a ça, c'est sûr qu'il a la rougeole. Ok. Donc les réponses correctes, c'était B et D. Alors, concernant l'œsophage et le pharynx. Le pharynx s'étend de la base du crâne, auquel il se fixe en haut, jusqu'au bord inférieur du cartilage cricoïde. Ça, c'est vrai. Le pharynx, il est compris entre le crâne, la base du crâne, et la partie inférieure du cartilage cricoïde, donc c'est bien vrai. Et sa longueur, elle est de 15 cm environ. Le pharynx, il est situé dans le médiastin postérieur. Donc ça, c'était faux. Il n'appartient même pas au thorax, donc il ne peut pas du tout être dans le médiastin postérieur. Les muscles constricteurs et élévateurs du pharynx sont des muscles striés squelettiques. Donc c'est vrai. Le pharynx, il a une musculature striée, donc qui dépend de la volonté. Et cette musculature striée, elle se continue avec celle de l'œsophage. Et c'est ça qui explique pourquoi les 2/3 supérieurs de l'œsophage, eh ben, ils sont constitués d'une musculaire striée. Au cours de son trajet thoracique, l'œsophage est en rapport en avant avec l'atrium gauche. Donc ça, c'est vrai. C'est marqué à la page 68 du poly. Et ce rapport, il est un peu implicite. La partie abdominale de l'œsophage est située en arrière du lobe gauche du foie, ça c'est vrai. Il y a une petite portion qui passe en arrière du lobe gauche du foie pour aller s'aboucher dans l'estomac. Donc les réponses correctes, c'était A, C, D et E. Ok. Concernant le péritoine, les mésos et les autres éléments assimilés à du péritoine. Donc, quels étaient les systèmes exacts? Hop. Les bonnes réponses, c'était ABE. Le péritoine est une séreuse, ça c'est vrai. Le péritoine, il circonscrit une cavité irrégulière, la cavité péritonéale, c'est vrai aussi. Le grand omentum contient le pédicule hépatique, c'est faux. Le grand omentum, qu'on appelle aussi grand épiplon, c'est la couche graisseuse de l'abdomen et il ne contient pas le pédicule hépatique. Le pédicule hépatique, il est contenu dans le petit épiploum, le petit omentum, qu'on appelle aussi ligament gastro-hépatique. Le péritoine tapisse complètement l'ensemble des segments de l'intestin grêle. Donc ça, c'est faux. Il y a certaines parties de l'intestin grêle, comme par exemple la partie, enfin le jejunum et l'ileum, qui ne sont pas complètement recouvertes de séreuses. Et donc, c'est faux. Le mésocolon transverse sépare la cavité abdominale en deux régions, supracolique ou infracolique. Ça, c'est vrai. C'est hyper important à savoir que le côlon transverse et son méso, il sépare la cavité abdominale en deux espaces. Ok, on va repasser maintenant au cœur. Donc, le cœur, c'est un muscle strié squelettique. Donc, ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que le cœur, il n'est pas sous la dépendance de la volonté. Donc, comme il n'est pas sous la dépendance de la volonté, on ne peut pas le considérer comme un muscle squelettique. Donc, c'est faux. Par contre, ce n'est pas un muscle lisse. Dans le cours, c'est écrit que c'est un muscle strié, du coup, c'est faux? Non, c'est un muscle... Alors, si je vous mets que muscle strié, c'est bon. Par contre, si je mets muscle strié squelettique, c'est faux. Ah, ok, d'accord. Okay, merci. De rien. Un axe dirigé obliquement en bas et à gauche, donc ça c'est vrai. Et vous verrez que lorsque vous allez faire des défibrillations l'année prochaine, il faudra mettre l'électrode gauche plus basse que l'électrode droite. Pourquoi? Parce que le cœur il est dirigé obliquement en bas et à gauche. Le cœur, il peut... Hein? J'ai une question. On ne dit pas que le cœur est dirigé en bas, à gauche et en avant? Ah oui. Attends. En bas. Oui, pardon. Désolé. Alors, je ne sais pas si on peut considérer l'item faux. Mais c'est vrai que c'est manquant. Je suis désolé. Pardon. Il fallait rajouter avant. Petit errata. Ah, mais c'est pas restrictif. Oui, mais quand tu parles d'un axe, là, a priori, ça serait dans le plan. Enfin, quand tu parles d'un axe, il faut préciser les trois directions, quoi. À moins que ça soit dans un plan qui est précisé, mais lorsque tu parles d'un axe, selon moi, il faut dire les trois
les trois directions. Parce que si on dit que seulement en bas et à gauche, ça fait ça. Alors que si on dit en bas, en avant et à gauche, ça fait ça. Donc c'est Dans différent. certains QCM, ils ont mis vrai en bas et à gauche. En bas et à gauche, ils ont mis vrai? Dans certains QCM. La vérité, moi, j'aurais mis faux, quoi. Parce que quand on parle d'un axe, il faut bien préciser toutes les orientations, toutes les directions. Selon moi, il faut mettre faux. Ok. Voilà. Donc, désolé pour cette errata, mais c'est bien de nous l'avoir dit. Donc, le cœur, il peut être comprimé par son péricarde en cas d'hémopéricarde. Donc, ça, c'est vrai. Lorsque la cavité péricardique, elle contient plus de 10 cm3 de sang ou de liquide séreux, il peut y avoir une tamponnade, et cette tamponnade, elle peut affecter dangereusement la contraction cardiaque. Elle peut même amener à un arrêt cardiaque. Le tissu cardionecteur est constitué de cellules particulières mononucléées, donc ça, c'est vrai. Ces cellules, elles sont enchevêtrées dans les fibres musculaires du cœur, et elles peuvent s'organiser de différentes façons, comme vous l'avez dans le poly. D'ailleurs, c'est un des seuls schémas dans le poly où il y a une partie de texte. Vous voyez le schéma sur le tissu cardionecteur, ça doit être le 16 ou le 17, enfin, dans ces eaux-là. Mais il faut apprendre les informations qui sont données dessus, la partie de texte qui est donnée dessus. Le tissu cardionecteur est responsable de l'automatisme cardiaque, donc ça c'est vrai. Voilà. Donc les réponses correctes, c'était B, C, D et E. Dernier item. Donc, à partir de l'ensemble de vos connaissances en anatomie, vous pouvez affirmer que le nerf ulnaire est en rapport en arrière avec l'épicondyle médial huméral. Donc ça, c'est vrai. C'est pour ça que lorsqu'on a un choc en regard de cet épicondyle médial, on peut avoir une douleur en décharge électrique. La clavicule est en rapport en bas avec le muscle subclavier. Donc ça, c'est juste. Le rapport, il est facile. Donc, la face inférieure de la clavicule, elle contient la gouttière du muscle subclavier. Donc, ce rapport, il était évident. Le cœur est en rapport latéralement avec les poumons. Ça, c'est vrai. Le cœur, il est dans le médiastin. Les poumons, ils sont de part et d'autre du cœur, dans leur fosse pleuropulmonaire. Le col fibulaire est en rapport en dehors avec le nerf fibulaire commun. Donc, ça, c'est vrai. Ce nerf fibulaire commun, il peut être mis en danger dans le cas d'une fracture de la partie proximale de la fibula. Et le foramen obturé est en rapport avec la vessie. Donc ça, c'est vrai. Attention, l'année dernière, j'avais vu un item qui disait que la vessie, elle n'est pas dans le foramen obturé. Elle est dans le bassin, mais elle n'est pas dans le foramen obturé. Il y a juste sa projection qui est en rapport avec le foramen obturé. Mais on ne peut pas dire qu'elle est dans le foramen obturé. Donc, formulé comme ça, c'est juste, mais si on vous dit dans, c'est faux. Voilà, les réponses, c'était donc A, B, C, D et E. Voilà, vous avez des questions? Non. Non, ça va? Il était difficile ou comment vous l'avez trouvé? Ouais, un peu dur. Hein. Un peu dur, désolé. Hein. Mais mieux que d'habitude, hein, quand même. Ouais, ça va. Par rapport à d'habitude. Non, je me calme en ce moment. Voilà, bon. Merci beaucoup. De rien. Bon après-midi, travaillez bien. Merci. Merci. Au revoir.